On file vers une société qui va être de plus en plus réactionnaire, anti-science. Moi, mon boulot, depuis 11 ans, c'est de faire de la science, c'est de transmettre la science, c'est de transmettre aussi des valeurs humanistes. Et là, en fait, ce qui est en train de passer, c'est tout ce contre je me bats moi. On ne le présente plus, lui, c'est le visage de la chaîne YouTube Nota Bene. Avec presque 3 millions d'abonnés cumulés sur ces deux chaînes, il est le youtubeur passionné d'histoire le plus connu de France. Dans ses vidéos, il raconte la vie de nos ancêtres, il parle aussi de pop culture ou de mythologie, des sujets qu'on voit pas souvent en cours d'histoire. Puis il y a aussi la manière de raconter, beaucoup d'anecdotes, pas mal d'autodérision et surtout de la rigueur. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Briot, alias Nota Bene, au rendez-vous de l'histoire à Blois. On va parler ensemble de son engagement contre l'extrême droite, de son parcours, des fake news et de l'actualité. Moi, c'est Tiffany, bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter qui te parle des sujets qui nous concernent, nous les jeunes qui vivons en Europe. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Studio E. On est ravis de t'accueillir en plateau au Festival des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Sur ta chaîne, tu parles autant de sujets de fond très sérieux comme la guerre d'Algérie ou le bombardement d'Hiroshima que de sujets un peu moins attendus, voire carrément perchés. Je pense à ta vidéo sur des Parisiens qui ont mangé de l'éléphant et à ta vidéo sur la masturbation dans l'Égypte ancienne. Et c'est de l'histoire aussi. Hein. Ouais. Et c'est de l'histoire aussi. Et tu viens de sortir aussi un livre tu vas sortir un livre sur les pirates. Ouais. D'où te viennent tes idées de sujets ? Les idées elles viennent un peu de un peu de partout. D'abord de mon propre cerveau. Déjà, faut se dire que l'émission elle a 11 ans au moment où on enregistre cette émission. Il y a 11 ans, j'avais pas la même conscience ni le même bagage, on va dire en histoire. Donc je pouvais me poser des questions naïves que j'aime bien me poser encore, qui sont des questions que tout le monde peut se poser. Souvent, j'aime bien raconter une anecdote où au début de la chaîne, vers 23h30, j'étais au pieu avec ma femme, on allait dormir et je lui ai dit tu penses que il faisait du ski au Moyen-Âge? Et elle me dit j'en sais rien, laisse-moi dormir. Et en fait le lendemain ça a donné les sports extrêmes dans l'histoire. Donc tu vois, c'est vraiment des questionnements naïfs et je pense qu'on en a tous et c'est assez éclairant de pouvoir se pencher sur ce type de questionnement là. Après il y a évidemment les suggestions. Ça peut être les suggestions de copains, ça peut être les suggestions du public dans les commentaires. Souvent, on me suggère des thématiques. Donc, moi, j'écarte pas tout. Et au contraire, quand je suis à une émission, enfin une suggestion d'émission que je trouve intéressante, je la mets de côté. Et puis, ça peut me donner des idées pour la suite. Il y a évidemment tout ce que je vais pouvoir lire, ou voir au cinéma, voire écouter en musique, qui me donne une envie particulière. Et puis il y a, et ça c'est très important aujourd'hui, toutes les discussions, les suggestions que je peux avoir directement d'historiens et d'archéologues avec qui je vais pouvoir travailler, puisque ce qui est important pour moi au sein de Nota Bene, c'est de placer justement cette science de l'histoire au cœur de la transmission de l'émission. Ça reste une émission de divertissement, mais avec un fond quand même qu'on veut très solide. Et donc on a beaucoup d'historiens qui nous suggèrent des thématiques où moi sinon je leur dis si tu avais l'occasion de parler à 200-300 000 personnes, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ça donne des idées parfois qui sont un peu originales et qui sortent un peu des marronniers, c'est-à-dire des épisodes qu'on a tout le temps dans tous les médias qui reviennent, où chaque année tu as l'impression de voir les mêmes émissions qui se font. Je le fais aussi quand même un peu parce que voilà, mais on essaye de s'écarter un peu des sentiers battus et de faire découvrir un peu des choses au public. Est-ce que ça t'arrive que ta communauté, parfois, te donne des idées de sujets ? Oui, la communauté, elle donne beaucoup d'idées de sujets. Ils sont forcément intéressés par l'histoire. Alors tout n'est pas bon à prendre. Des fois, on a des gens qui vont pinailler sur un tout petit truc en disant tiens, est-ce que tu pourrais pas te renseigner sur le duc qui habite dans telle région de... Bon, tu sens très rapidement que le mec il a un héritage familial et qu'en fait il veut juste parler de lui à travers une vidéo Nota Bene, tu vois, donc ça a finalement peu d'intérêt. Mais on a des suggestions qui sont géniales. Dernièrement sur un épisode, je faisais un truc sur les voitures un petit peu insolites sur l'histoire de l'automobile. Et quelqu'un a suggéré l'histoire du permis de conduire. En gros, est-ce qu'on avait un permis de conduire une charrette, tu vois, au Moyen-Âge ?
Et c'est une question qui est débile et en fait moi je j'ai pas la réponse en fait. Je me dis bah oui c'est vrai, est-ce qu'il y avait un permis de charrette? Donc il y a toujours des bonnes idées quand même dans le public et c'est souvent des questionnements qui ont un trait soit à l'actualité donc politique ou pas, mais enfin pour essayer de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue, ou des questions qui sont liées au quotidien. Je vois des épisodes qui ont très très bien marché sur Nota Bene, ça va être sexe au Moyen-Âge, parce que bah oui, le sexe ça fait partie de la vie de tout le monde, mais ça peut être aussi dormir au Moyen-Âge, ou là j'en ai sorti un qui a bien fonctionné sur être vieux il y a 2000 ans. Comment est-ce qu'on considérait les vieux dans l'Antiquité, quoi. Donc, des questions très pragmatiques en fait, finalement. Ouais. Ça fait 11 ans que tu as créé ta chaîne et tu as été le premier à faire ça sur le YouTube français. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? Alors je sais pas si j'étais le premier dans le YouTube français. Moi quand je me suis lancé, c'est parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'autres émissions sur YouTube. Je pense qu'il y en avait en fait, mais que je les avais pas vues. De cette ampleur-là en tout cas Non, il n'y en avait pas de cette ampleur-là. Je suis arrivé vraiment à un moment donné en 2014 où il y a eu un essor des vidéos de vulgarisation culturelle et scientifique, donc avec un objectif de transmettre un savoir pédagogique mais fun, un peu divertissant quoi. Et moi, quand je me suis lancé, alors je dis souvent, bon, ça fait rigoler les gens, mais ce qui m'a poussé à me lancer, c'est le chômage. Parce que moi, à la base, je suis technicien audiovisuel, je fais du montage, je suis caméraman, j'ai une formation là-dedans, et en fait, avant ça, j'avais commencé une fac d'histoire, mais j'ai fait que 6 mois, j'ai pas été plus loin. J'ai arrêté parce que, moi, ma passion vraiment dans la vie au départ, c'était l'audiovisuel. J'ai eu l'opportunité d'aller là-dedans, et donc j'ai quitté les bancs de la fac d'histoire pour l'audiovisuel. 2014, la boîte dans laquelle je travaillais bat de l'aile, donc tout le monde perd son boulot. Je me retrouve au chômage et là je me dis qu'est-ce que je fais ? Peut-être que c'est le temps de me faire un projet à moi, de bosser sur mes centres d'intérêt, de tester des trucs. Je vois qu'il y a YouTube qui commence à émerger sur les thématiques de transmission. Il n'y a pas d'émission d'histoire, donc il y a un créneau à prendre. Moi en plus c'est vraiment... Voilà, j'étais pas passionné d'histoire depuis la tendre enfance, mais c'est un truc que j'aimais bien. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire de l'écriture, ce que j'avais jamais fait avant. Je vais faire de la présentation. Je vais passer devant la caméra alors que j'étais derrière. Ça va me faire marrer. Je me laisse 1 an. De toute façon, ça va pas marcher. Et puis au bout d'1 an, j'irai travailler à Buffalo Grill et puis voilà quoi. Et puis en fait, surprise. C'était vraiment le plan. Et oui, et surprise, ça a très bien fonctionné dès le début, puisqu'en 3 mois, je devais avoir 8000 abonnés, un truc comme ça. Et puis j'ai un gros vidéaste qui m'a partagé assez rapidement, et je suis passé de 8000 à 40 000 en une nuit. Et là, je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Au départ, t'étais tout seul à faire tes vidéos, et puis comme tu disais, Nota Bene a grandi. Et aujourd'hui, tu emploies chaque année entre 25 et 40 auteurs, des historiens, des archéologues, des documentalistes. Pourquoi c'est important de bien s'entourer ? C'est important de bien s'entourer parce que j'ai une responsabilité en fait dans le discours que je vais délivrer. Aujourd'hui, Nota Bene, alors rien que sur YouTube, sur les formats longs, c'est entre 4 et 5 millions de vues par mois. Si je rajoute Facebook, on est à 17-18 millions de vues par mois. C'est vraiment énorme. Et on produit beaucoup, puisqu'on produit une dizaine de vidéos longues pour tous les réseaux, plus les cours, plus les autres formats. Tout ça, c'est énormément de boulot. Et il faut... Si je faisais encore tout seul, ça serait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utiliserais ChatGPT, je relirais pas le truc, et puis je lirais juste le ChatGPT devant. Voilà, et ça n'a strictement aucun intérêt. En plus, ça se plante tout le temps. Et voilà. Et on voit qu'il y a des créateurs de contenu qui tendent vers ça, et je trouve ça assez dangereux. Moi, ce que je veux, c'est avoir un travail de qualité sur le fond. Parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ce public. Je suis en mesure de pouvoir produire une usine de fake news et de désinformation, et ça, je ne veux pas en fait. C'est un truc que je me refuse totalement à faire. Donc très tôt, parce qu'il y a eu ce besoin avec la masse de travail, de répartir cette masse de travail entre différentes personnes, ce qui explique que j'ai 10 salariés à temps plein, plus 25 à 40 auteurs à l'année qui travaillent sur le fond des épisodes. Mais donc, il y a ce besoin de produire, mais au-delà de ça, il y a cette volonté de travailler avec le corps universitaire, de montrer que l'histoire c'est une science. Et je sais que ça, il y a une partie du public qui a pas intégré encore le fait que l'histoire ça soit une science, mais il y a une méthodologie. Il y a une manière de faire de l'histoire, d'interroger les sources, de questionner. Et très tôt, ça, je l'ai intégré dans Nota Bene. Parce que très tôt, je me suis dit, oulala, tu peux raconter n'importe quoi. Et puis moi, c'est pas en 6 mois de fac d'histoire que ça m'a formé à être
historien. Voilà. D'ailleurs, je le dis encore, aujourd'hui, je suis pas historien, quoi. Ce qui m'a aidé dans mon travail de vulgarisation, finalement, ça a été ce travail de montage que j'ai fait pendant des années sur plein de thématiques différentes. Et ça m'a aidé à assimiler des discours complexes et à les restituer. Maintenant, avoir des historiens, des archéologues à nos côtés, c'est s'assurer au moins que le fond est sérieux. Ça met pas à l'abri de dire des bêtises de temps en temps, mais c'est pas des grosses bêtises, quoi. C'est une erreur de date, un truc, moi qui prononce mal un nom, bon, bah voilà, ça arrive. Hein. Mais le fond, on est serein sur le fond, quoi. Bah moi, je suis plutôt serein avec les gens avec qui je travaille. Ça veut pas dire que sur les là aujourd'hui on a sorti 600 vidéos, bah il y en a qui sont moins bien que d'autres et c'est normal, voilà. Mais on met tout en place pour essayer de faire des émissions qui soient le plus carrées sur le fond. Et le jour où on se plante, où ça nécessite un correctif, et en fait on l'assume. On essaye de comprendre pourquoi ça s'est passé. On communique autour. Parce que c'est ça en fait la recherche. C'est une critique de soi, c'est une remise en question, c'est le fait de rester toujours humble vis-à-vis des sources, de la recherche, de la réception de son travail. Voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre au public. Et souvent quand on me dit mais nota bene, t'espères que ça va faire quoi au fond ? Moi je m'en fous que les gens retiennent des dates ou retiennent par cœur le contenu des épisodes. Ce que je veux qui soit retenu dans notre approche de l'histoire, c'est cette idée générale de se dire une histoire, ça s'écrit, ça se produit, mais ça s'écrit par qui, pourquoi, dans quel contexte. Je veux montrer que tout ça finalement est pas anodin. Et souvent on dit que l'histoire elle est politique et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a que ce soit dans son écriture, sa production ou même sa réception ou son interprétation. Elle est toujours politique. Et ça, je veux essayer de le faire comprendre aux gens. Et c'est pas un gros mot, en fait, hein, le mot politique. Et si ça permet de stimuler un peu un esprit critique chez le spectateur, pour moi, c'est là que le pari est gagné, quoi. Justement, l'histoire et la politique, on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais un peu rebondir sur ce que tu disais par rapport aux spectateurs et en parler un peu plus, parce que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé des coulisses de Nota Bene. Est-ce que tu connais le profil de tes abonnés ? Est-ce que tu sais si ce sont des passionnés d'histoire ou si c'est vraiment beaucoup plus global comme audience ? Évidemment, il y a beaucoup de passionnés d'histoire qui suivent la chaîne. Il y a énormément d'étudiants en histoire qui suivent aussi la chaîne. Mais c'est pas que ça, en fait, c'est très large. Et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne aussi au départ. C'était pour toucher le maximum de personnes possible, donner une autre image aussi de l'histoire et aller chercher des gens qui se sont toujours dit mais l'histoire c'est pas pour moi ou ça m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un de très curieux par nature, j'aime bien partir un peu dans tous les sens et avec l'histoire c'est possible parce qu'on peut faire l'histoire d'absolument tout. L'histoire de la tasse dans laquelle je bois, comme une histoire sociale ou économique ou scientifique. On peut parler de tout et finalement l'histoire c'est pas... On a souvent une image un peu élitiste de l'histoire ou encore un peu figée dans le pam pam boum boum, la guerre ou l'histoire des puissants. C'est hyper intéressant, j'en fais aussi et ça peut nous apprendre plein de trucs, mais c'est pas que ça. Et le fait que je communique autour de cette histoire et que je la transmette sur différentes plateformes me permet de toucher plusieurs publics. Donc sur YouTube, on le voit en 10 ans, le public a un peu vieilli, mais enfin il reste quand même relativement jeune, hein, on est sur du 20-40 ans, quoi. Je suis présent sur Facebook, où on a 1,5 million de personnes qui nous suivent. Là, clairement, on est sur un public plus âgé à partir de 35-40 ans jusqu'à 80 ans. Sur TikTok, on va toucher un public qui est plutôt dans le 15-30 ans, voilà. Donc on a différents types de plateformes, différents types de médiation qu'on met en place. Il y a des formats courts, il y a des formats très très longs. Sur Twitch ou en podcast, je fais des formats de 2 heures, c'est des entretiens avec des historiens, des archéologues. Ça a son public aussi. C'est pas les mêmes personnes. Et donc moi, mon objectif, c'est vraiment de montrer que cette histoire elle est plurielle et qu'elle surtout elle peut intéresser tout le monde. Oui, et puis en fait du coup ta chaîne elle montre que, parce qu'on entend souvent dire que oui les jeunes s'intéressent pas à l'histoire et n'y connaissent rien, Non, c'est faux. Oui voilà, quand on voit ta chaîne on se dit que pas forcément, c'est juste que toi ta façon de raconter l'histoire elle est peut-être un peu différente de la façon classique et qu'en fait... Oui mais ça je me méfie toujours des discours qui disent oui les jeunes ils écrivent moins, les jeunes ils lisent moins, les jeunes ils aiment pas l'histoire... Ça, souvent, c'est ou alors les jeunes sont plus sensibles aux fake news. Peut-être qu'on en reparlera. On va en reparler. Je suis pas d'accord avec tous ces constats-là, en fait. Et vraiment, on le voit chez nos aînés ou chez des gens qui ont le même âge que nous. Franchement, c'est pareil, quoi.
Justement, en parlant de jeunes, on a été demandé à des gens qui ont entre 20 et 30 ans dans la rue à Paris s'ils regardaient des contenus sur l'histoire et sur les réseaux. Et on leur a demandé aussi s'ils faisaient confiance aux chaînes de vulgarisation historique. On va regarder ensemble la vidéo. Est-ce que tu regardes des vidéos de vulgarisation sur YouTube qui parlent d'histoire ? Alors ça peut m'arriver, oui, pas très régulièrement, mais quand je regarde, c'est surtout celles de Nota Bene, qui sont assez bien, je trouve, parce qu'elles sont quand même plutôt bien sourcées et s'appuient sur des travaux d'historiens, ce qui leur donne un peu plus de crédit, puis c'est bien vulgarisé. Non, j'utilise pas trop YouTube pour me renseigner sur l'histoire. Je suis un très grand fan de bande dessinée, donc je lis beaucoup de bandes dessinées. Je peux passer des heures sur Wikipédia à cliquer d'un lien à l'autre et me balader comme ça sur le net. Ça m'arrive quand je tombe dessus, c'est pas forcément ce que je vais rechercher par contre. Parfois écouter un prof un peu soporifique pendant 2 heures, on décroche au bout de quelques minutes et voilà, alors que aller sur internet ou YouTube et regarder une vidéo de 1/4 d'heure, 20 minutes mais super intéressante qui vulgarise très bien, ouais carrément. Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à ces vidéos et ces créateurs de contenu autant qu'à ton prof d'histoire par exemple ? Ouais, j'ai envie de dire oui. Quand on voit quand même qu'il y a un certain sérieux derrière, qu'on voit qu'ils ont fait des recherches, j'ai envie de dire que oui, je leur fais confiance. Voilà. Quand ils présentent leurs sources, leur bibliographie, quand ils montrent un parcours de recherche, ouais, j'ai confiance en eux. Ça dépend des créateurs de contenu, parce que ça va dépendre de la qualité de leur travail, et s'ils s'appuient sur des travaux d'historiens, si les sources sont visibles. Donc il faut toujours un peu croiser les sources, vérifier, et c'est toujours mieux quand même de vraiment s'appuyer sur des travaux d'historiens pour compléter éventuellement. Même le prof d'histoire, je pense qu'il doit y avoir un biais quand même. Sans me méfier, je pense qu'il faut toujours un peu se questionner et pas prendre tout pour acquis de ce qu'on va voir sur les vidéos YouTube, mais bon. Alors Ben, une réaction ? Bah déjà, merci à Juliette qui a drop mon nom voilà, dans la liste des chaînes cool. Vous êtes tombé sur des bons candidats, je trouve. Vous avez de la chance. Je suis étonné positivement, c'est bien que on ait des retours sur le fait de sourcer ces émissions, de montrer une bibliographie, de montrer que la démarche de transparence finalement elle est importante dans le fait de faire confiance à un vidéaste. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes d'histoire sur YouTube. Bon, j'ai la chance d'avoir la plus connue ou celle qui a le plus grosse audience, mais il y a plein de chaînes qui sont super intéressantes. On a de la chance aussi d'avoir beaucoup de gens vraiment sérieux sur les chaînes qui sont connues. Donc c'est chouette, mais il y a aussi énormément de chaînes qui font de la désinformation. Et ça peut être compliqué parfois pour quelqu'un qui s'y connaît pas, de définir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est bien de se renseigner sur la personne qui présente, qui fait l'émission déjà, mais aussi sur ses propres sources qu'il va pouvoir mettre en avant, quoi. Parce que des fois, oui, tu peux te reposer sur quelqu'un qui est historien, mais qui est un historien ultra controversé, qui est pas du tout dans le consensus scientifique, voire qui a été multi-condamné pour des propos un peu chelous. Et donc c'est bien de le savoir que la personne s'est reposée sur ces travaux-là pour faire sa vidéo, quoi. Donc, mais d'un autre côté, moi aussi, je suis consommateur de vidéos et on n'a pas que ça à faire d'aller vérifier à chaque fois qu'on regarde un contenu si le truc est pertinent ou pas d'un point de vue scientifique. C'est trop chiant, quoi. On n'a pas. Donc, il y a un travail à faire en fait, je pense, quand on commence à consommer des vidéos de façon régulière chez un vidéaste ou même chez un auteur, de se dire j'aime bien son boulot, je vais me renseigner un petit peu quand même sur la cohérence de ce qu'il dit, ce que scientifiquement c'est bien, voilà. Et puis une fois qu'on est en confiance et qu'on se dit que le gars a priori il fait du bon boulot surtout, je pense que ça va, on peut faire confiance. Et justement, quand on se renseigne un petit peu sur toi, on voit vite que tu es quand même de gauche. Tu le dis d'ailleurs dans tes vidéos, je cite l'une d'entre elles où tu as dit « Être de gauche ne m'empêchera pas d'avoir un discours rigoureux à travers Nota Bene, qui est un travail collectif et scientifique. » Est-ce que tu penses pas quand même être un peu influencé par tes opinions politiques ? Autrement dit, est-ce que tu penses qu'on peut faire de l'histoire tout en restant neutre et objectif ? Alors déjà, faut resituer le contexte de cette vidéo, puisque cette vidéo, je pense que si je disais ça dans cette vidéo, c'est parce que c'était une vidéo spéciale sur le fait que j'étais régulièrement la cible de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Donc je voulais poser les choses un petit peu au clair avec les gens qui me regardent, et parce que c'est toujours bien aussi d'être honnête avec les gens et de leur dire d'où est-ce qu'on parle. Le travail de l'historien, en fait, c'est de mettre à distance. Donc dans un idéal, c'est d'être objectif. Or,
l'objectivité, elle existe pas. On a tous un prisme subjectif, même si on essaye de mettre ces biais à part, on est tous le fruit d'une éducation qui va quand même nous conditionner. Et si elle nous conditionne pas dans le traitement méthodologique qu'on pourrait faire, elle va nous conditionner sur le choix quand même de l'angle. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je considère que Nota Bene, c'est pas du tout une tribune politique. Et je suis pas en train de faire ma propagande de gauche dans mon émission. En revanche, l'émission, elle a quand même un biais politique qui passe par ma ligne éditoriale. En fait, moi, quand on me dit non mais Nota Bene c'est trop orienté, c'est trop de gauche, c'est trop machin. Franchement, regardez les émissions et dites-moi en quoi c'est biaisé, quoi. Clairement. En revanche, si on regarde, on dézoome un peu et on regarde la ligne éditoriale de Nota Bene, oui, c'est plutôt une ligne éditoriale, on va dire de gauche. Je mets plein de guillemets. C'est une ligne éditoriale en fait scientifique surtout, parce que je vais parler de tout. Mon objectif, c'est de mettre sur le devant de la scène une histoire plurielle. Une histoire qui reflète aussi le champ de la recherche. Une histoire qui n'est pas que franco-française. Et c'est pour ça que moi, d'un point de vue éditorial, c'est pas toujours évident, mais une fois par mois, je m'oblige à faire un épisode sur un qui se passe ailleurs qu'en France, pour montrer que cette histoire, la Chine ou l'Afrique ou l'Argentine nous ont pas attendus en fait pour avoir leur histoire ou parler d'histoire. Et ça, c'est important de pouvoir l'intégrer aussi. Et donc d'avoir toutes ces différentes approches au sein même de Nota Bene, on peut dire que c'est un acte politique ou un choix politique. Quand en face, on peut avoir une vision de l'histoire qui est poussée, qui est souvent celle des puissants, une histoire militaire, une histoire de ce qu'on appelle le roman national, qui est une construction héritée du 19e siècle, dans un cadre bien précis, qui est celui d'essayer d'unifier les Français pour partir à la guerre, et donc dans une espèce d'héroïsation de sa propre histoire qui passe par une mythification, des légendes, un travestissement de l'histoire. Tout n'est pas faux dans le roman national, mais on donne une direction, un élan artificiel qui ne reflète pas en fait le terrain de la recherche scientifique. Et pouvoir questionner ce roman national, le remettre en question, c'est pas critiquer la France ou c'est pas cracher sur la France. C'est essayer de mieux comprendre comment s'articule l'histoire, comment elle se produit, pourquoi. Et ça permet aussi de pouvoir réfléchir sur ces pourquoi et de se poser de nouvelles questions. Et quand on se pose, parce que le roman national c'est très lié aussi aux questions d'identité. Moi, j'ai absolument rien contre les gens qui se posent ces questions d'identité. Sur qui je suis, moi, d'où je viens, à quel groupe j'appartiens, est-ce qu'on peut poser des limites à ce groupe ? Moi, je suis complètement OK pour parler de tout ça, en fait. Et c'est pas d'être de droite ou de gauche de se poser ces questions, en fait. C'est pas parce que tu te poses des questions d'identité que t'es forcément de droite. Donc, moi, souvent, les gens ont tendance à réduire ces questions-là justement à des camps politiques et je trouve ça un petit peu dommage. Et je sais que il y a une bonne partie de l'extrême droite qui m'est tombée dessus et qui tombe encore sur l'émission de façon assez régulière en disant que je fais de la propagande très orientée, que je travestis l'histoire, que blibli, que blabla. Plutôt virulent d'ailleurs en ligne, un peu moins physiquement on va dire dans le monde réel, heureusement, ouais. Même si c'est arrivé malheureusement. Et souvent quand je croise des gens qui sont plus d'accord avec l'émission ou pas d'accord avec l'émission, ils me disent c'est dommage, j'aimais bien Nota Bene avant. Toujours la même chose. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Il y a eu un twist à un moment donné. Ils me font je trouve que vers 2018, t'as commencé à te politiser à fond et t'es devenu vraiment, t'as fait de l'histoire. C'est plus de l'histoire, maintenant c'est de la propagande. T'es devenu un islamo-gauchiste, machin. Ah bon ? En 2018. Et souvent ça me fait rigoler parce qu'en fait c'est vraiment à partir de cette époque-là que j'ai commencé à systématiser l'écriture des scripts par d'autres que moi. C'est-à-dire par des scientifiques, des historiens, des archéologues, etc. Et qu'on soit bien clair, je ne fais pas une enquête politique sur toutes les personnes avec qui je travaille, en vérifiant leur CV, et je ne les exclus pas s'ils n'ont pas fait 10 ans au Parti communiste. Donc, moi je travaille avec des historiens, des archéologues, parce que leur sujet il est intéressant, parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, et je vais pas regarder leur sensibilité politique avant de travailler avec eux si c'est sérieux en fait. Donc
à partir de... Oui, et puis c'est des professionnels, c'est des scientifiques, donc ils sont censés quand même mettre aussi de côté leurs opinions politiques quelque part en faisant leur travail de recherche et tout ça. Oui et non, parce qu'on peut être historien et militant, mais par contre il faut l'assumer, être très clair dans la démarche. Voilà. Et en fait pour moi les deux sont pas du tout excluants, il faut juste être hyper clair avec le public en fait. Voilà. C'est ça. Donc ça j'ai pas de souci non plus là-dessus. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que finalement on m'a collé cette étiquette là. De militants d'extrême gauche à partir du moment où vraiment j'ai commencé à me dire il faut que les choses soient carrées et donc on fait appel à des auteurs externes quoi pour l'émission. Quand même en juin 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, tu as signé une tribune de soutien au nouveau Front populaire et contre l'extrême droite. Donc là encore, tu as clarifié, on va dire, ma position, totalement. Ah oui. Est-ce que ça t'est arrivé de regretter d'avoir communiqué ouvertement sur tes opinions politiques face à par exemple, ce harcèlement ? Disons qu'il y a des fois, tu es un peu fatigué. Parce que les campagnes de harcèlement ça arrive régulièrement et en fait des fois ça me passe totalement sur la tête et je m'en fous et puis des fois t'es fatigué, tu vois le mois est compliqué, t'as beaucoup travaillé, les enfants ça va pas trop donc t'as ça qui vient se rajouter en plus et tu te dis peut-être que j'aurais dû fermer ma gueule à ce moment-là, mais moi je regrette absolument rien parce que c'est des positionnements qui sont nécessaires et moi, et ça c'est mon avis de citoyen, citoyen, on vit une période qui est vraiment pas facile honnêtement. Moi ça me fait un peu peur honnêtement l'orientation que prend notre société et le monde en général. Ça me fait un peu peur quand même. Et je me dis que c'est bien de continuer à transmettre et de mettre la priorité sur l'éducation et voilà. Et c'est bien aussi de pouvoir s'engager et d'alerter quand on en a les moyens. Parce que ne rien faire, c'est aussi quelque part prendre position. Après, moi, j'ai pas envie de le faire de manière frontale parce que j'ai toujours cette envie quand même de rassembler les gens, quoi. Et même des gens d'extrême droite avec qui je suis profondément en désaccord sur plein de trucs. Quand je parle, j'ai des gens dans ma famille qui sont d'extrême droite, hein. Et quand je parle avec eux, j'essaie de comprendre les pourquoi du comment et je vois des gens qui sont en détresse aussi et je me dis il faut pouvoir leur parler, essayer de répondre tu vois à leur détresse, d'essayer de comprendre comment y répondre. C'est pas toujours évident parce qu'en plus on n'a pas toujours les réponses et moi je leur en veux pas, tu vois, même si ça m'agace donc il faut quand même pouvoir s'engager quand on peut. Et là, cette tribune du NFP, moi, je l'ai signée encore une fois. Hein. J'ai pas fait une vidéo YouTube pour dire go les gars, votez NFP. C'était plutôt sur d'autres réseaux où j'ai plus l'habitude de prendre la parole et où je trouvais que c'était important quand même de dire aux gens là, il y a un vrai problème qui est en train de se poser dans notre société. On file vers une société qui va être de plus en plus réactionnaire, anti-science. Moi, mon boulot depuis 11 ans, c'est de faire de la science, c'est de transmettre la science, c'est de transmettre aussi des valeurs humanistes. Et là, en fait, ce qui est en train de passer, c'est tout ce contre je me bats moi. Donc je ne peux pas l'accepter. C'est quoi ton rôle dans la désinformation, dans la lutte contre la désinformation historique ? Alors c'est présenté comme ça fait un petit peu du coup chevalier blanc qui lutte contre la désinformation et moi c'est pas comme ça que je me vois du tout. On est dans un monde numérique où on est noyé sous l'info. On est noyé. Il y a beaucoup trop d'infos, on a le cerveau qui est bombardé, on retient plus rien, on n'a pas le temps d'aller vérifier les infos, donc vraiment c'est un terrain qui est hyper propice à tout nous faire gober en fait. Et si on n'a pas ces mécanismes-là qui se mettent en place naturellement d'analyse et d'appareil critique, on est mort quoi. Donc il faut pouvoir transmettre ça au public. Et c'est aussi pour ça que depuis qu'on fait écrire des épisodes sur Nota Bene par des historiens, des archéologues, on continue à avoir des thématiques un peu fun, on continue à avoir même parfois un peu de storytelling sur, tu vois, quand tu racontes l'histoire d'un gars qui a survécu à je sais pas combien de naufrages de navires, ou voilà, donc tu vois, t'essayes de créer une narration qui donne envie. Mais à travers ces émissions-là, on fait finalement beaucoup, l'air de rien, ce qu'on appelle de l'historiographie, donc de l'histoire, et de montrer comment cette histoire, elle s'écrit. Et ça, on le fait souvent en fait dans Nota Bene, sans que les gens s'en rendent vraiment compte, où on va dire il y a un tel au début qui a pensé il a écrit tel ouvrage, et puis tel ouvrage il a été critiqué par un autre, et puis 2 siècles après,
cet ouvrage-là, il a servi à justifier tel contexte politique, et puis un siècle après, ça a encore changé. On montrait ça par exemple dans un épisode sur Jeanne d'Arc, où on montrait qu'il y a eu 3 procès, et que les 3 procès avaient des objectifs totalement différents, et qu'on la représentait d'ailleurs sous des traits différents à chaque fois. Et finalement, voir que un même événement peut avoir plusieurs interprétations, plusieurs réceptions, plusieurs utilisations, et c'est montrer aux gens que faut faire gaffe. Parce qu'actuellement, c'est la même chose, quoi. Ils n'étaient pas plus cons à l'époque que maintenant, et inversement. Et donc, il faut faire attention à tout ce qu'on consomme, qu'on lit, et avoir conscience, de ses propres biais et du fait que nous aussi, on est vulnérable. Et moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de voir une vidéo, et puis d'aller voir un pote et de dire « Ah putain, t'as vu, il s'est passé ça ?» Et puis lui, il me dit « Ben... » Fake news. Ah bon, merde, je suis tombé dans le panneau. Ça nous arrive à tous, c'est pas très grave. Voilà. Le principal, c'est de pouvoir justement prendre du recul là-dessus, de l'accepter. Pour toi, c'est quoi la fake news historique qui revient le plus selon toi sur les réseaux ou dans les questions ou les commentaires qu'on te laisse sous tes vidéos? Est-ce que tu as un exemple marquant? Des fake news, il y en a plein, ou des clichés historiques, ou des trucs comme ça. Alors ça va être des trucs les plus inoffensifs, c'est-à-dire que les Vikings casque à cornes, tout ça, même si de moins en moins, mais quand même ça y est encore, c'est devenu un petit running gag. Et puis il y a des fake news ou des déformations de l'histoire qui sont liées aussi à des vieilles approches de l'histoire, qui sont toujours là et toujours repoussées par certains dans les médias et ailleurs. On avait eu des émissions sur CNews sur les invasions barbares romaines, ou voilà, qui aujourd'hui on n'appelle plus du tout comme ça. On a une utilisation de l'histoire beaucoup pour justifier le fait que finalement on est quand même un petit peu mieux entre nous et qu'à l'époque ça se mélangeait pas autant. Bon, moi je le vois sur toutes les émissions dans lesquelles j'ai bossé sur Nota Bene. Le monde, bien sûr, ça n'a aucun sens de parler de la mondialisation d'aujourd'hui avec celle qu'il y avait dans l'Antiquité, mais en fait, il y avait déjà des contacts, il y avait déjà des routes commerciales. Quand on prend le territoire gaulois de l'Antiquité, on a des cités qui sont des lieux de passage absolument fous, en fait. Donc on a déjà des mélanges de populations, on a déjà, même si les échelles sont pas les mêmes, même si... faut remettre tout ça dans le contexte, mais enfin, entre l'Empire romain et la Chine, il y avait des voies commerciales en fait. Donc souvent un truc qui revient, c'est le fait que le monde était beaucoup plus isolé avant et que c'est que maintenant que tu vois on commence à être un peu non, en fait il a toujours été quand même assez ouvert, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires sous tes vidéos. Ouais, t'as des trucs comme ça du style on était quand même mieux avant entre blancs, tu vois, le truc, le cliché du Moyen-Âgeux, tu vois. Ou alors les clichés tout bêtes sur le Moyen-Âge, c'était sale, le truc. Ça c'est des clichés qui reviennent souvent, mais qui sont un peu moins nocifs que certaines fake news qui là servent à servir un propos idéologique, c'est sûr. Ouais. On a pas mal parlé de l'extrême droite tout à l'heure, mais on n'a pas trop parlé du fait qu'aujourd'hui les partis d'extrême droite sont en pleine ascension partout en Europe. Tout ça survient dans un contexte où la guerre est aux portes de l'Europe. On a d'ailleurs vu ces dernières semaines des incursions de drones sur le sol européen qui ont pas mal inquiété. Tout ce contexte, ça fait un peu penser aux années 30. Est-ce que pour toi, ça a du sens de dire qu'on est en train de revivre cette période-là? Alors, il y a cette idée très répandue dans le grand public, qui est de se dire l'histoire c'est cyclique, ça se répète, voilà. L'histoire c'est pas ça, c'est pas ce que nous enseigne l'histoire en fait. Il y a des situations qui peuvent être similaires, il y a des mécaniques en jeu, qui induisent le fait que il y a des trucs qui peuvent se répéter, bégayer, bon. Ce qu'on vit actuellement, c'est vrai que quand on le met en parallèle de ce qui s'est passé dans les années 30, il y a certains échos qui font un peu peur et on peut retrouver ce même type de mécanisme à l'ouvrage. Maintenant, on n'est pas dans les années 30. La situation, elle est différente. La situation géopolitique, elle est complètement différente. C'est pas les mêmes mécaniques. On n'a pas les mêmes modes de pensée aussi. Et ce que nous apprend l'histoire, c'est finalement qu'il n'y a pas de fatalité. Nous, quand on étudie des périodes du passé,
je dis nous, les humains, la société, hein, on peut voir ce qui s'est passé, on peut voir un fil finalement qui s'est tiré, c'est parti de là, et puis c'est arrivé là, ok. Et finalement, c'était le chemin logique. Non, c'était pas le chemin logique en fait. Il y a eu des événements spontanés, des individus qui sont intervenus, des forces collectives aussi, de l'inattendu, de l'imprévu, qui font qu'on en est arrivé là à ce moment donné. Donc, ce que nous montre l'histoire, c'est vraiment qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est en ça que moi j'essaye de trouver un petit peu d'espoir aussi en ce moment, parce que c'est vrai que quand je regarde le contexte international et national, honnêtement, ça me donne envie de pleurer. Hein. Moi, ça me donne envie de pleurer et ça me fait peur. Et je ne veux pas de cette société-là pour mes enfants, en fait. Et je me dis que il n'y a pas de fatalité. Il peut encore se passer des choses, et c'est pour ça qu'il faut continuer de se mobiliser et de communiquer sur cette autre vision de la société qu'on a envie de promouvoir et de mettre en avant, une société qui sera un peu plus ouverte et inclusive que ce que veulent certains. Sur les réseaux sociaux, moi je tombe souvent sur des posts qui disent que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes. C'est même une expression qui avait été utilisée par Donald Trump. En février 2024, il avait dit que la guerre en Ukraine pourrait conduire à une Troisième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de contenu comme ça aussi là-dessus pendant les 12 jours de guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis en juin dernier. Il y a aussi des mèmes autour de ça sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, parler de Troisième Guerre mondiale, ça a un sens ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça commence ? Comment on définit la guerre mondiale ? Tout ça, c'est des vastes questions. Pour moi, ça a pas beaucoup de sens, même si évidemment ça parle. C'est-à-dire que quand on se dit Troisième Guerre mondiale, c'est ça y est, tout le monde va se foutre sur la gueule, on va perdre le contrôle, il va y avoir des millions de morts partout, ça va être une boucherie. C'est ça qu'on a en tête, et c'est une peur en fait qui se cristallise aussi parce que les tensions internationales sont là, parce que les couvertures médiatiques en plus sont ultra anxiogènes et voilà. Et donc c'est compliqué d'être serein. Et même si moi j'approuve pas cette utilisation-là de la sémantique de la guerre mondiale. À titre perso, des fois je vois les news, je suis avec les copains le soir au téléphone et je dis putain, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ouais, on a tous en fait ces mots-là à la bouche, et c'est normal, c'est parce que on a peur de ce qui se passe maintenant. Encore une fois, si on prend ne serait-ce que la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas les mêmes bornes temporelles d'un endroit à un autre, quoi. C'est-à-dire que pour certains, elle va commencer en 1939, pour d'autres, elle va commencer avant, pour d'autres, elle va se finir Enfin, on n'a pas les mêmes bornes chronologiques. Donc rien que ça, déjà, ça pose la définition même d'un conflit, de sa généralisation, de ce qu'on considère comme mondial ou pas. Il y a Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Bon, avant ça, il y a eu la guerre de 7 ans, qu'on peut considérer comme la première Guerre mondiale, selon certains. Tout ça est très complexe. Mais l'idée qu'il faut en retenir, c'est qu'en tout cas, on vit dans une époque très troublée d'un point de vue international. Moi, j'espère qu'on arrivera à sortir par le haut de tout ça et que ça va pas se transformer en boucherie. C'est tout ce que je nous souhaite. C'est... voilà. Comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir un petit quelque chose qui va se passer, on ne sait jamais, qui peut faire changer le cours de l'histoire. C'est ça. Ouais. Merci d'être passé nous voir au rendez-vous de l'histoire, Ben. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus sur ce qu'on a dit, une réflexion, quelque chose ? Non, moi je suis content encore une fois qu'aujourd'hui il y ait autant de place pour que des gens puissent s'exprimer sur internet sur des sujets comme le mien en fait, que ce soit l'histoire, la science en général. Ce qui s'est passé en 2014-2015 sur YouTube, ça a été formidable, un vrai essor selon moi de ce qu'on peut appeler l'éducation populaire. Et j'espère que ça va continuer et qu'on aura les conditions qui seront réunies pour que tous les créateurs puissent continuer leur boulot et que tous les universitaires, tous les scientifiques continueront à participer à cet élan-là aussi, parce que eux-mêmes mettent de plus en plus la main à la pâte et à travailler ou à développer des initiatives de vulgarisation. Moi, je trouve ça génial, et pour moi, l'avenir serein de notre pays et des autres passe par l'éducation. Donc il faut investir là-dessus. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez retrouver ce podcast sur la chaîne YouTube d'Enter et sur les plateformes d'écoute de RFI. On remercie les Rendez-vous de l'Histoire de nous avoir accueillis et prêté ce plateau. Si vous avez aimé cette interview, allez vous abonner à toutes nos plateformes. On est sur YouTube, Insta et TikTok.